Très bien, merci. Vous alliez belé beaucoup l'andabiso sur Tiamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. N'est pas toujours confiance et fidélité. N'a bino n'est pas courage de servir bino. Nathan oyo isenye nabiso to servir bino. Alors ezalinga yo abino gradimu ya bo mais ça no boyebi ke tozaka toujours wana pona ko informer bino. Alors na mokolo ya lelo donc proposer bino émission moko Lambert Mende ya sali bino moko boyoka auteur oyo Lambert Mende azalaki na yango na émission oyo beaucoup comprendre que ti lelo na mboka na biso ministère ya communication et médias ezanga kana nous porte-parole parce que après kolanda émission oyo beaucoup comprendre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, et Sengeli a ça la recours na Lambert Mende parce que Lambert Mende kino lelo azotika la incontestable mutorobo ya yekutu na makambo communication azate parce que émission oyo nazo proposer bino soki bolandi yango tina suka bolandi yango pena na boke binyoso na bandi ete beaucoup pesa nga raison na makambo nazo loba donc kino lelo ministère ya communication et médias ya mboka na biso République démocratique du Congo pona ngai donc selon ngai nazali patriote nazali congomani de père et de mère selon ma lecture oh to sali bobi ke biso to sali wana to sala ka ba lecture politique to sali ba analyste politique alors na lecture oh nga na sali kino lelo na mboka na biso na ministère ya communication et médias nanu tozui mutu o azali à l'auteur ya Lambert Mende donc jusque là Lambert Mende azotika la meilleur communicateur ezala ya gouvernement ezala ya président de la République donc na masolo ya kolobela masolo ya ba porte-parole Lambert Mende azotika la toujours numéro 1 alors pour na ko monopoliser ba parole te to ko tikela bino bolanda émission o na boke binyoso na bandi ete beaucoup tchela biso ba commentaire na seko ba ete gradimu ya makambo lobi ozali na raison donc boyebi ke Lambert Mende asala na Kabila asali na batu nyonso boyebi mais Lambert Mende vraiment azali parmi bato ba ye na ngambu ya union sacrée dans les vrais parce que union sacrée des années na batu nsusu ba ye na union sacrée pour na ba propre intérêt na bango ba ye na union sacrée pour na kimoyibi na bango ba ye na union sacrée pour na makambo na bango ya mabe ya konyokola peuple congolais mais Lambert Mende a ye na union sacrée dans les vrais donc ye azali pena vrai na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango wana tozo senga na président de la République a commissaire Lambert Mende ministre ya communication donc ministre ya communication Lambert Mende faut récupérer ma solo parce que musala o Lambert Mende azosala na minute o azolobela union sacrée donc na ndenge kutu ya kosakana te lelo oyo mutu oyo azo défendre union sacrée je pense que eza Lambert Mende alors nazo tikela bino bolanda émission oyo engana bino tukutani prochainement mais botiela biso ba commentaire pour la qui ça vraiment que malobo oyo na lobi awa na za na raison donc tozo zela ba commentaire na bino alors portez-vous bien au revoir. À très bientôt. Lambert Mende. Je vous ai suivi avec Christian Loussakweno, que je salue, qui vous a posé la question sur le bien fondé du débauchage vers Félix Tshisekedi ou l'adhésion, comme vous appelez bien, à la vision. Après la signature de la charte et le stade de martyr, je repose la même question. Vous avez adhéré à quoi? Nous avons adhéré à une vision qui est fondamentalement historique dans ce pays. En répondant à cette question, j'avais rappelé l'histoire des 60 dernières années dans notre pays en disant que, hors de la parenthèse dictatoriale du maréchal Mobutu que nous avons combattu, tous les gouvernements, tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays, de Patrice Lumumba et Joseph Kasavubu à Félix Antoine Tshisekedi, tous ces gouvernements ont été des gouvernements d'union nationale. Et j'ai précisé que dans un pays où il y a plus de 350 nations ethniques, où il y a aujourd'hui plus de 700 à 800 partis politiques,
je ne vois pas comment on pouvait gouverner autrement. Non, vous Et avez j'ai raison ajouté. Tshisekedi pour gouverner Et j'ai ajouté, ou parce que vous avez trouvé... il faut me laisser terminer. Oui, oui, je vous en prie. J'ai ajouté que c'est ce que l'ancien président Joseph Kabila a bien compris en 2019 lorsqu'il nous a amenés, nous qui étions avec lui dans le FCC, à conclure une alliance de gouvernement avec le cache de Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous sommes restés en alliance pendant 2 ans. Lorsque des disputes, des bisbilles sont arrivées entre le FCC et le cache et qu'il a fallu se déterminer par rapport à ces problèmes qui sont survenus. Certains ont préféré quitter la barque de cette union nationale, d'autres comme moi ont préféré y rester. Alors, je me suis étonné de ce que l'on puisse aujourd'hui estimer que nous aurions fait, je ne sais quoi, certains parlent de transhumance. Alors, s'il faut parler de transhumance, c'est en 2019 que nous avons fait cette transhumance-là. et alors, ce qui s'est passé en 2021, nous ne sommes allés nulle part. Nous sommes restés là où Kabila nous a amenés en 2019. Donc vous dépendez Oui. de Kabila en restant avec Tshisekedi. Pardon? Vous dépendez de Joseph Kabila qui vous a Mais amené pas du là-bas. tout. Nous ne sommes la propriété de personne. Joseph Kabila nous a convaincus. Nous n'étions pas la propriété du président Kabila, tout comme aujourd'hui, nous ne sommes pas la propriété de Félix Tshisekedi. Nous sommes des individus de chair, de raison, et il faut nous convaincre. Nous avons été convaincus de la justesse de l'argumentaire du président Kabila en faveur de l'Union nationale. Jean-Marc Kabonde, qui a recruté beaucoup de ceux qui ont rejoint Tshisekedi, est en prison aujourd'hui. Quels sont devenus les gens qui étaient dans la gibecière de Kabonde? Je ne sais pas s'il y avait une gibecière dans laquelle M. Kabonde pouvait mettre des gens. En tous les cas, moi, on ne me met pas dans une gibecière. Ou je peux dire que si je suis dans une gibecière, c'est Patrice Lumumba qui l'a constitué. Je ne l'ai même pas connu. Ce sont les idées qui m'ont convaincu, parce que j'étais tellement jeune lorsqu'il a été assassiné. Mais ces idées m'ont parlé, m'ont convaincu. C'est dans cette gibecière-là que je me trouve. Mais Lambert et Mende, quiconque sert ces idées-là oui, peut être assuré de ma collaboration. mais justement, parmi les questions que j'ai reçues, reviennent souvent ces questions. On dit ceux qui ont été débauchés, la majorité n'ont pas été récompensés en poste. Beaucoup sont déçus et ne savent pas s'ils seront réélus ou pas. D'abord, il est impropre de parler de débauchage, puisque je viens de vous donner l'historique de cette fusion entre le président élu fin 2018 et la majorité des députés élus ensemble avec lui qui appartenaient à la famille politique de FCC. Cela a une histoire. Libre à vous d'appeler cela débauchage. Moi, je n'appelle pas cela débauchage. C'est un principe. Mais à l'Assemblée, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a une minorité qui a préféré claquer la porte de l'Union nationale et une majorité de ces personnes qui sont restées dans l'Union nationale. Démocratiquement. Démocratiquement, parce qu'ils voulaient rester, parce que ce sont des citoyens. On devient député démocratiquement. Naturellement. Issu des urnes. Un député est on les devient avec un tour de passe-passe. Mais ce n'est pas avec ce tour de passe-passe que nous sommes devenus députés. Nous avons été élus députés en même temps que Félix Tshisekedi avait été élu président, fin 2018. C'est le même jour. Et sous quelle bannière? La bannière importe peu. Nous sommes en Afrique. Jean-Marie, même en 2023, je dis toujours à mes partisans que ce que les gens recherchent dans une élection en Afrique, c'est plus sociologique que idéologique. Autrement dit, nous n'en sommes pas encore arrivés au niveau où on vote pour un programme ou quoi. C'est ce que la personne représente, oui, la vertu qu'il représente, les valeurs qu'il représente, qu'il porte, qui sont choisies par les électeurs. C'est la réalité. Vous pouvez faire votre enquête. Donc il n'y a pas d'obédience, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de programme. En ce qui me concerne, l'obédience est lumumbiste. Un point, un trait. Il n'y a pas d'autre obédience. Donc Fachi Béton veut dire lumumbiste. S'il a un programme dans lequel je trouve des valeurs lumumbistes, je peux faire alliance avec lui.
Je ne lui appartiens pas. Lambert Mende. L'Union sacrée a été au stade. Vous étiez au stade? J'y étais naturellement. Pourquoi certains étaient habillés en fachi, d'autres non? Alors que vous êtes tous derrière l'autorité suprême qu'est fachi. Mais vous décrivez là une formation politique démocratique. Je ne sais pas s'il y a des formations politiques où on oblige les gens même à choisir leur accoutrement. Les gens s'habillent comme ils veulent. Je pense que notre présence au stade aussi ne relevait pas d'une contrainte. Les gens sont allés au stade parce qu'ils voulaient marquer, parce qu'ils voulaient marquer leur appartenance à l'union sacrée de la nation de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais justement, parce oui. que c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi vous n'avez pas arboré ni chemise ni casquette fachi? Sur ma casquette, il y avait quand même fachi parce que je l'ai voulu. Peut-être il y a d'autres casquettes où il y avait des partis politiques parce qu'ils l'ont voulu, mais tous venaient quand même dans le cadre de cette manifestation qui avait été organisée par l'Union sacrée de la nation de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est tout à fait clair. Ces détails-là importent peu. Il y a Olivier Kamitatou qui était là, qui a dit « Nous sommes dans une dictature qui a échoué. » In extenso. Réponse d'Ambé Mende. Vous savez, les propos désobligeants de cette nature n'apportent rien de nouveau au débat, n'expliquent rien. Moi, je préfère me concentrer sur des questions qui peuvent permettre à vos téléspectateurs de comprendre de quoi nous parlons et de saisir ce que nous voulons. Dictature en quoi faisant? Vos décisions d'aujourd'hui de refuser la manifestation. On n'a pas refusé la manifestation, excusez-moi. Mais vous l'avez reportée. Ah, on l'a reportée. Et on a donné des raisons. Les raisons sont sécuritaires. Donc, si on me dit que dans ce pays, il n'y a pas de problème sécuritaire, je ne croirais pas une seule minute. Donc, dans les rues de Kinshasa, on ne peut pas marcher. Celui qui a interdit est la personne la mieux informée de la situation sécuritaire dans la ville dont il a la gestion. Je pense que nous pouvons lui faire l'honneur de respecter la connaissance qu'il a des problèmes sécuritaires mieux que vous ou moi ou que M. Kamitatou. Kamitatou a dit une extension ceci. Il y a l'insécurité généralisée. À l'Est, insécurité. Ah, alors, excusez-moi. Excusez-moi là. Je voudrais vous reprendre là. Il dit qu'il y a cette insécurité généralisée et il remet en cause la décision du gouverneur de la ville qui invoque des raisons d'insécurité pour reporter légèrement leur manifestation. C'est pas normal. Laissez-moi finir. Il dit il y a l'insécurité généralisée à l'Est, à Kwamout. Kwamout, c'est aux portes de Kinshasa. Chez vous, au Sankourou, au Katanga. Il y a quelqu'un qui a prêté serment pour protéger les Congolais avec leurs biens, s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, si les Congolais sont en insécurité, il y a bien un responsable. Vous êtes porte-parole. Réponse? Le responsable d'une situation d'insécurité n'est pas nécessairement celui qui est chargé de réprimer les auteurs de cette insécurité. Les responsables d'une situation d'insécurité, excusez-moi, les responsables d'une insécurité, ce sont les auteurs, les criminels, les agresseurs qui sont auteurs de cette situation d'insécurité. Donc, on ne peut pas confondre les concepts et estimer qu'un juge devient responsable des actes répréhensibles qu'il est appelé à réprimer. Celui qui est responsable de l'acte, c'est le criminel qu'on doit entraîner devant le juge. On peut rendre le juge responsable peut-être de la lenteur de la procédure qui aboutit à la sanction de ceux qui posent des actes, mais aller prétendre qu'un juge ou un procureur devient responsable, le mot est très grave, il n'est pas très éloigné du coupable. Le coupable, c'est celui qui est auteur des actes d'insécurité. Le président de la République est en charge de réprimer l'insécurité afin de créer les conditions les meilleures pour l'épanouissement de la nation. Il ne peut pas être tenu pour responsable de la situation d'insécurité que des agresseurs, par ailleurs connus, sont en train de causer dans ce pays.
Mais lorsqu'il y a défaillance Non, il n'y a pas de de défaillance. mesures sécuritaires, Non, il n'y a pas de responsable? défaillance. Est-ce que vous pouvez me dire qu'aux États-Unis, aujourd'hui, lorsque un tireur fou va dans une école et tue 14 enfants, on peut dire que Joe Biden a échoué, etc. Non. Il y a eu un fou qui est allé, un criminel qui est allé, qui a tué des gens, et la justice américaine le recherche pour l'arrêter, le traîner devant la justice et lui faire payer les actes qu'il a posés. Lambert Mende, lorsque vous étiez porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, on mettait toutes les victimes sur la tête de Joseph Kabila. Et à l'Est, et même dans les grandes villes. Aujourd'hui, on le met sur la tête de qui? Non, je donnais la même réponse. On avait tort de mettre tout sur la tête de ceux qui sont chargés de réprimer les criminels. Ce sont les criminels qui sont responsables de la criminalité. Je suis criminologue. Pourquoi vous avez été sanctionné? Excusez-moi, je suis criminologue. Oui. Ce sont les criminels qui sont responsables de la criminalité. Et en face d'eux, vous avez l'État avec ses technostructures. Hein, les pouvoirs exécutifs, le pouvoir judiciaire surtout, qui doit réprimer ces actes d'insécurité. Il ne faut pas confondre les choses et rendre les procureurs ou l'État responsable. Pourquoi l'Union européenne et les Américains vous ont sanctionné? C'était pour des raisons politiques. Ils ne comprennent pas mieux les choses? Mais ce n'est pas parce que nous avons créé l'insécurité, c'est parce que nous avons porté atteinte à leurs intérêts nationaux. Parce qu'en défendant nos intérêts, nous portions atteinte à leurs intérêts. Vous le savez bien, tout comme je le sais, parce que vous n'êtes pas dépourvu de connaissances à cet égard-là. On revient à l'émission et à la question suivante. Vous serez certainement candidat aux prochaines élections? Naturellement, je serai candidat député national. Dans le Sankourou? Absolument. Est-ce que vous pouvez me donner un seul projet porté par les élus que vous êtes, initié par Félix Tshisekedi, qui va vous servir de soubassement pour faire campagne dans le Sankourou? Il y a pas mal de projets qui sont portés. Un seul? Oui. Les gens du Sankourou vous écoutent. La lutte contre les érosions dans la principale ville du Sankourou qui s'appelle Lodja, dont je suis l'élu et où je vais demander aussi des suffrages lorsque je partirai. C'est une ville qui risque de disparaître sous les eaux, exactement comme Calais, avec des glissements de terrain tout à fait inimaginables. Et des grands travaux, des travaux d'envergure ont commencé grâce à un financement. Ont commencé? Oui, les travaux ont commencé. Je peux même vous donner le nom de l'entreprise. Malheureusement, ici, on n'est pas là pour faire la réclame commerciale. Il y a une entreprise qui a gagné le marché et qui est occupée maintenant même à travailler pour la lutte contre les érosions. Deuxième projet, oui, les travaux de désenclavement du Sankourou à travers la route nationale numéro 7, reliant Kananga à Lodja, Lodja à Kisangani, et les travaux vont bientôt commencer. Ah bon? Oui. Mais vous allez en campagne dans 2 mois. Oui, oui, mais les travaux vont commencer dans quelques semaines. Bon. Les travaux vont commencer dans quelques semaines. Qu'est-ce qui a été fait pour les Sankourou? Mais je vous ai déjà dit deux grands chantiers. Non, on parle le projet sur les érosions. Oui, je vous ai déjà donné 2 grands chantiers, c'est important. Non, non, vous avez parlé des érosions et la route qui va commencer. Oui. Mais si les gens du Sankourou disent pas d'aéroport. Même l'aéroport va commencer maintenant. Ah, va commencer? Oui, oui, bien sûr. L'aéroport va commencer. Vous allez faire, mais il y a aussi d'autres projets. La campagne sur des projets. Il y a d'autres projets. Non, mais il y a un projet qui a commencé, je vous l'ai dit. Il y a un projet qui a déjà commencé, qui est déjà en cours de réalisation. Les travaux de lutte contre les érosions. Et puis, je peux vous dire aujourd'hui que le programme du président Tshisekedi qui concerne la gratuité de l'enseignement est déjà effectif. Au Sankourou comme ailleurs, on a vu cette nuée d'enfants qui auparavant étaient abandonnés à eux-mêmes et qui aujourd'hui sont dans des écoles. Hein? Parce que les parents ne sont plus obligés à acquitter des frais importants pour leur formation dans les écoles fondamentales. On construit un peu avec les matériaux. Le prix du sac de ciment au Sankourou, c'est combien? Nous n'avons pas encore terminé, nous n'avons pas encore assisté à la remise de la grande route nationale. Et donc le sac de ciment aujourd'hui coûte un prix prohibitif au Sankourou. 60 $. Et on lutte contre cela par la construction de la route. Et le premier va commencer. Le premier pas pour un grand voyage, c'est toujours les premiers pas. Non seulement il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de construction au Sankourou.
Mais je vous dis qu'on construit maintenant tous les ouvrages concernant la lutte anti-érosive. Pourquoi vous revenez encore sur cette question? Mais un pays, ça ne se construit pas avec les érosions. Mais comment? Mais Je parle des hôpitaux, des si écoles. Une ville a disparu, si une ville est engloutie, excusez-moi, si une ville est engloutie dans les érosions, vous irez construire où? Il faut d'abord stabiliser les sols. Est-ce que tous les leaders du Sankourou, parce que on connaît plusieurs, je ne les citerai pas ici, ils auront la facilité d'expliquer aux gens de Sankourou que pendant le 20 ans, avec Kabila père et fils, on n'a pas fait grand-chose. Les 5 ans de Tshisekedi ont apporté quelque chose. Tous les leaders de Sankourou. Vous savez, les élections qui viennent ne sont pas un combat de coq entre de Kabila et Tshisekedi. Le programme que nous allons présenter, que nous allons développer devant notre population, concerne l'amélioration de la situation à tous les niveaux, au niveau social, au niveau infrastructurel, au niveau éducationnel, au niveau culturel, au niveau de la justice. À tous ces niveaux-là, ne ramenez pas cela à un combat de coq entre deux leaders politiques, M. Félix Tshisekedi, M. Joseph Kabila. Ce serait trop chose. Non, non, je ne pense pas que les choses se ramènent à ce niveau-là. Les comparatifs, vous faites très souvent. Ouais. Question. Et au Sankourou, nous avons construit un stade. Hein, avec Joseph Kabila, nous avons construit un stade. C'est quelque chose. Ouais. Juste à un Lodja. stade. Mais c'est quelque chose. Il faut commencer par quelque chose, Jean-Marie. On ne va pas faire un miracle pour tout résoudre à la fois. Lambert Mende, vous êtes quelqu'un de très équilibré politiquement, en prospective. Notre pays s'est fâché avec la MONUSCO, un tout petit peu. Ça date il y a longtemps. Improductivité, pas de résultats. Notre pays vient de se fâcher avec l'EAC. On donne jusqu'au mois de juin prochain pour qu'il quitte chez nous. Notre pays, avec ceux de la sous-région, ne semble pas être en bon terme. Qui est finalement notre ami alors? Il n'y a pas de sous-région que l'EAC en ce qui nous concerne. Nous sommes aussi membres de la SADC. Et s'agissant de nos réserves... La SADC, on l'avait jeté? Excusez-moi. C'est maintenant qu'on revient à la SADC. S'agissant de nos réserves vis-à-vis de l'EAC, elles sont justifiées. Étant donné que l'agression que nous subissons actuellement dans la province du Nord Kivu et même dans la province de l'Ituri, s'il faut en croire les écrits du docteur Rudasingwa, qui est l'ancien chef de cabinet du président Kagame, qui est exilé aux États-Unis et qui a fait des révélations selon lesquelles le président Kagame est aussi le sponsor des ADF. C'est un pays membre de l'EAC qui est à la base des agressions que subissent notre pays. Il est tout à fait normal, il est tout à fait justifié que le président de la République et son gouvernement cherchent des solutions au niveau de l'East African Community, dont un membre agresse un autre membre. Il n'y a là rien de répréhensible. Donc on n'était pas au courant que Kagame et Museveni avaient de l'influence sur les l'EAC quand on est parti les chercher. Il n'y a pas question d'avoir de l'influence. Ils sont membres de l'EAC. Alors pourquoi on est parti les chercher si on savait que ce sont les agresseurs? Mais on n'est pas allé chercher Kagame. Qui vous a dit que Kagame a été autorisé à mettre des troupes dans la force régionale? Nous avons empêché cela. Il n'y a pas de troupes rwandaises là-dedans. Et Museveni est moins coupable que Kagame dans cette histoire. Museveni est moins coupable. Moins coupable. Regardez, dans ce qui s'est passé à Kisangani, les deux sont venus, ils avaient une culpabilité partagée et le Rwanda a fait preuve d'impénitence, refusant même de comparaître devant la Cour internationale de justice. Museveni a accepté de comparaître et même de commencer à payer les dommages et intérêts. Ça fait quand même une différence. Ce n'est pas la même chose. On a absous. Ce n'est pas la même chose. On a divisé par deux. Non, mais ce n'est pas la même chose. Il a commencé à payer des dédommagements. C'est ça que nous devons retenir. Donc pour vous, ce n'est pas la même chose. Museveni n'est pas agresseur. Comment? Museveni n'est pas agresseur. Aujourd'hui, l'agression à laquelle nous sommes en train de faire face
concerne le Rwanda. Seulement. Et je peux vous raconter quelque chose que je connais personnellement. Laissez-moi vous raconter quelque chose que je connais, parce que je le tiens d'un officier de cette région, du conflit de Kisangani, de la guerre des 6 jours que Museveni est en train de payer aujourd'hui en termes de dommages et intérêts. Ce conflit est né de la proposition venue du président ougandais de dire au président Kagame de lever le pied sur la République démocratique du Congo. Nous sommes vers la fin des années 90 et Kagame a refusé. Il a exigé qu'on lui laisse carte blanche sur le Congo. Et c'est à partir de là qu'est né le conflit entre les deux partenaires qui avaient accompagné Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a abouti au point culminant de la guerre de 6 jours à Kisangani. Je crois que vous ne le saviez pas. Je vous donne l'information. Est-ce que vous écoutez souvent le fils Museveni? Le fils Museveni n'est pas au pouvoir le véritable patron de l'armée ougandais, c'est le fils Museveni? Non, monsieur. Il y a un autre patron de l'armée. C'est peut-être un enfant gâté. Il y en a partout, même autour du président, de tous les présidents africains, de tous les présidents du monde. Même le fils de Biden aujourd'hui est poursuivi pour des problèmes de corruption et tout ça. On ne va pas dire que l'Amérique est corrompue. Donc c'est le président Biden qui est au pouvoir. Et c'est Yoweri Museveni qui est au pouvoir. Et croyez-moi qu'il est jaloux de son pouvoir. Donc nous n'allons pas juger l'Ouganda par rapport à ce que son fils fait ou dit, parce que son fils n'a aucune responsabilité dans la gestion de ce pays. Et le Kenya, à qui on a donné toutes les banques chez nous, qui nomme, le président l'a dit, le remplaçant du général des missionnaires, sans nous consulter, il est agresseur ou il est... Mais ça, c'est une indélicatesse de la part du gouvernement kényan, et il est bon. Donc ils ne sont pas en bon terme avec nous. Mais ce n'est pas un problème d'être en bon terme. Il a commis une indélicatesse. Et nous devons être heureux que notre président ait eu la proactivité nécessaire pour dénoncer cette indélicatesse. Jean-Marie, qu'est-ce que vous auriez voulu? Une indélicatesse a été commise, elle a été dénoncée et a poussé notre président à aller à la SADC rechercher une solution palliative. Parce que vous parlez de notre... Attendez. Le conflit, la querelle que nous avons eue avec la MONUSCO, c'est une querelle qui aurait pu être gérée correctement si la MONUSCO avait pris au sérieux la brigade internationale composée de qui? Des éléments de la SADC. La seule expérience heureuse, excusez-moi, la seule expérience sérieuse que nous avons eue avec la MONUSCO, intéressante, c'est la brigade internationale composée des troupes de la SADC. Aujourd'hui, le président y recourt en tenant compte de notre histoire. Pourquoi il revient Lambert Mende? Mais parce vous avez vécu ça avec parce qu'avec la SADC, nous avons engrangé des résultats. Excusez-moi, et si la SADC est partie, ce n'est pas du fait de Tshisekedi. C'est du fait du système des Nations Unies. C'est du fait du système de ceux qui nous agressent et qui ont beaucoup d'influence dans le système des Nations Unies. Il faut savoir de quoi on parle. Lambert Mende, est-ce que l'état de siège a donné quelques résultats? L'état d'urgence. L'état de siège dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, naturellement. Nous sommes dans 2 provinces qui ont été l'objet d'une agression militaire caractérisée. On vous écoute à l'instant. Et dans de tels cas, il est tout à fait normal et légitime pour un dirigeant normalement constitué de prendre des mesures pour réduire les capacités de filtration de l'ennemi à travers différents mécanismes institutionnels qui fonctionnent normalement. Ce n'est pas seulement au Congo, ce n'est pas une invention congolaise. Nous n'avons pas inventé mais si l'état de siège a donné des résultats, comment on a perdu une partie de notre territoire? Nous avons perdu 2 territoires, il ne faut pas exagérer. Nous avons perdu 2 territoires. Il y en a combien? Bunagana, tous les Massissi? Oui, ça on fait les contrôle? 2 territoires, 2 entités, sur combien? Équivalent à quel? Non, mais sur combien? Nous avons perdu 2. Sur combien? Nous en avons 100, sur 6 ou 7. 100. Oui. Non, sur cette province-là. Oui. Il y en a 6 ou 7. Donc il ne faut pas aussi dramatiser à outrance. Mais vous êtes au Parlement, Lambert Mende. Oui. Il y a la commission sécurité et défense.
qui a publié son rapport, vous devez, je pense, au courant de ce rapport, que plus de 60% des fonds destinés à cet état de siège restent à Kinshasa. Ça, c'est un problème que je ne peux pas Commission confirmer. Sécurité et Défense. Je ne peux de pas l'Assemblée nationale. Je ne peux pas confirmer cela. Ce que je sais, c'est que nous avons actuellement à la tête de notre pays un président de la République qui a remis au goût du jour et qui a donné le contrôle, l'encadrement des finances publiques, y compris les finances destinées à la gestion de la sécurité. Parce que l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, le CNRF ne travaillent pas seulement sur les finances des entreprises ou des ministères autres que ceux de la défense ou de la sécurité. Ils travaillent aussi sur les finances de la défense et de la sécurité. Donc vous contestez la commission de votre Parlement? Je ne conteste pas la commission. Je dis que ce sont des mauvaises habitudes qui ont toujours existé et il faut saluer l'initiative. Et qu'ils ne sont pas terminés. Il faut saluer, il ne faut pas m'interrompre. Il faut saluer l'initiative du président qui a donné des moyens à ces corps-là, à l'Inspection générale des finances, à la Cour des comptes et au CNRF, de pouvoir combattre ce cancer du coulage des recettes publiques, y compris dans l'armée. Voilà tout. Lambert Mende, vous Oui. êtes parlementaire qui apportait votre soutien à la proposition de loi de M. Tchani. Je n'apporte pas mon soutien à la proposition de loi de qui que ce soit. Oui. Ce que j'ai dit, c'est qu'en tant que législateur, je m'insurge contre toute tentative de museler la représentation nationale dans laquelle je siège de par la volonté du peuple congolais, parce que c'est le Congolais qui nous ont envoyés au Parlement, et il n'appartient pas à quiconque de nous empêcher de délibérer sur quelque question que ce soit d'intérêt national. Ça vous rappelle quelque chose? Non, 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 excusez-moi. Loi Minak ou Sakata On ne peut pas nous empêcher de délibérer sur une matière qui concerne les intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Il y a certainement parmi nous des gens qui sont pour cette loi. Ils le démontreront lorsque la loi viendra à débat. Il y en a ceux qui sont contre. Ils s'opposeront à cette loi lorsque le débat sera là. Il y en a qui s'abstiendront. Il y en a qui proposeront des amendements. Mais l'idée même que l'on puisse nous empêcher de délibérer sur cette question, comme nous avons entendu certains, hein, j'ai entendu certains princes de l'Église, certains diplomates oser nous dire que nous n'avions même pas le droit de délibérer sur cela. Mais n'est pas encore venu à débat. Pourquoi on l'avait interdit le débat? On a même saccagé l'Assemblée. Minak ou Sakata, vous vous rappelez? Et alors, qui a saccagé l'Assemblée? Vos amis d'aujourd'hui? Non, non, d'aujourd'hui. Vous venez d'en citer un qui est en prison. Ah, il n'est plus votre ami. Les excès, ça ne mène nulle part. Vous ne pouvez pas empêcher une représentation nationale de débattre sur des questions d'intérêt national. Nous avons été élus et nous sommes payés pour cela. Lambert Mende, voilà tout ce que je dis. Et je ne viendrai pas faire ce débat ici sur le pour ou contre la loi Tchani sur votre plateau. C'est à l'Assemblée que je le ferai. Je vais juste poser une petite question. Oui. Vous avez fait la Belgique, vous avez fait l'Ouganda et tout ça. Il y a beaucoup de Congolais qui nous suivent en ce moment. Hein, ah oui? Qui ont eu des conjoints de l'étranger, enfin, d'autres nationalités. Les enfants issus de ce mariage mixte n'ont pas droit d'occuper des postes à responsabilité ici, à part, bien évidemment, le chef de l'État, c'est peut-être sacré pour vous, mais ils n'ont pas droit. Vous me menez déjà dans le débat, mais je vais vous répondre. C'est une question. Mais je vais vous répondre. Oui. Moyennant quelques amendements qui consisteraient peut-être à réduire le nombre de ces postes de responsabilité, cette loi a sa raison d'être présentée. Pourquoi? Vous dites que nous étions un peu partout dans le monde. Oui, oui. Je connais un peu le Liban, par exemple. Et je vais vous donner un exemple que vous devez bien connaître. L'incident concernant la démission du Premier ministre Hariri. Vous savez qu'au Liban, le pouvoir essentiel est détenu par le Premier ministre.
Ce Premier ministre qui va en Arabie Saoudite, le pays de sa mère, qui est retenu en Arabie Saoudite et qui envoie sa lettre de démission à Beyrouth. Et jusqu'aujourd'hui, le Liban n'en est pas encore sorti parce qu'il avait deux nationalités. Nationalité libanaise par sa mère, nationalité saoudienne par sa mère et nationalité libanaise par son père. Mais vous ne répondez pas à la question. Rafik Hariri. Et donc, jusqu'aujourd'hui, le Liban se morfond dans des difficultés indicibles à cause de ce problème de déficit d'allégeance, déficit de loyauté. C'est un problème qu'il faut débattre et trouver le juste milieu. Mais je ne dirai pas ce que je pense de cette loi. Encore une fois, vous m'avez amené à dévoiler un peu une partie de ma pensée. Je pense qu'on peut réduire la liste de ces postes régaliens et s'arrêter au niveau du président de la République. Pour le reste, c'est tout à fait possible. Oui, comme aux États-Unis aussi, il y a des limitations, il y a un verrouillage aux États-Unis. Donc les 60 postes vous ne pouvez pas, ça compte pas. Ça c'est mon point de vue personnel. Vous ne pouvez pas, je ne suis pas moi seul le Parlement. Vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'êtes pas né aux États-Unis. Et quelqu'un comme le docteur Henry Kissinger, qui a été un très bon secrétaire d'État, qui a bien servi l'Amérique, ne pouvait pas être président des États-Unis. Vous comprenez? Schwarzenegger, qui a été un très bon gouverneur en Californie, ne peut pas être gouverneur des États-Unis, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Chaque pays a le droit de pouvoir préserver ce poste de souveraineté, ce poste régalien par excellence qu'est la présidence de la République. Mais nous pouvons faire des aménagements. Une loi peut être amendée. Tiani ou Singhi Pouloulou ne nous ont pas interdit d'amender leur loi. C'est pour ça que ça vient au Parlement. Mende, revenons justement à cela, parce que c'est les Rwandais que vous mettez en filigrane, et Moïse Katumbi, mais à partir de quand Kagame est devenu ennemi juré de la RDC? Depuis 30 ans, ces 30 dernières années, nous avons découvert beaucoup de choses de ce que le président Kagame a fait pour essayer de faire main basse, mettre la République démocratique du Congo sous coupe réglée. Il y a des choses peut-être qu'on pouvait ignorer, mais qu'avec le temps qui passe, nous parvenons à découvrir. Écoutez ce que dit Kamitato, justement. Écoutez. Revenons encore à l'histoire très récente cette fois-ci. Félix Tshisekedi ne trouve pas un État agressé. Ah, il le dit tout le temps. Non, non, quand il arrive au pouvoir. Oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Est-ce que l'État est agressé? Non. Bon. À partir du moment où il ne trouve pas un État agressé, pourquoi a-t-on agressé l'État quand il avait confondu les relations personnelles, amicales, fraternelles avec les relations d'État? On l'a vu en mars aller à Kigali, tenir son frère par la main, avec un sourire éclatant. On a vu en juin son épouse aller à Kigali également, je crois que c'était le 9 juin. C'est mauvais. On l'a vu signer des accords commerciaux. On a vu la compagnie Rwandair venir ici en avril 2019. En 2021, on voit signer Sakima, Dieter. C'est la lune de miel, les noces parfaites, un mariage extraordinaire. À sa place, vous ferez la même chose. Vous aurez dû faire la même chose. Et ce ne sont pas des relations personnelles. Les relations d'État à État n'épousent pas les sentiments des individus. On a vu ici le président Kagame être applaudi au stade, applaudi plus que le président Sassou Nguesso, avec des milliers de personnes de l'UDPS chantaient presque à la gloire du président Kagame. Qu'est-ce qui s'est déroulé? On ne confond pas un État et ses sentiments personnels. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il y a des intérêts. Qu'est-ce qui s'est passé entre Félix Tshisekedi, Paul Kagame? Eux seuls peut-être peuvent le dire. Olivier Kamitatou vous pose justement cette question. Vous avez dit depuis 30 ans, on savait que Kagame avait... Non, non, nous ne le savions pas. Nous avons découvert que depuis 30 ans, il avait mis notre pays sous coupe réglée. Nous ne l'avions pas su, mais avec le temps qui passe, je reprends ma phrase, nous avons pu découvrir cette réalité. CNDP
M23, aujourd'hui M23 bis, tout ça c'est Kagame. Naturellement. Alors, le M23, c'est une fiction. C'est l'armée rwandaise. Justement, comment on est arrivé là à faire des accolades, à échanger des amabilités, à se fréquenter, à lui signer des contrats avec? Parce que ça dure depuis longtemps et qu'on peut comprendre qu'un dirigeant qui veut faire l'économie du sang de son peuple cherche à terminer une situation d'agression militaire diplomatiquement. C'est ce que nous avons, c'est que le président Tshisekedi a tenté de faire. C'est devant l'évidence que le président Kagame ne pouvait pas comprendre ce langage, que, en désespoir de cause, nous en sommes arrivés à ces affrontements qui continuent à se dérouler jusque maintenant. Est-ce qu'on va faire un reproche à un commandant en chef d'une armée de vouloir épargner le sang de ses concitoyens? Ces jeunes gens qui meurent au front aujourd'hui, ils ont les mêmes droits que vous et moi. Le président de la République, s'il peut trouver d'autres moyens autour d'une table pour ramener le président Kagame à la raison, je pense que ça nous épargnera tous ces sacrifices des jeunes gens qui sont en train de crever partout, et même des Rwandais, des pauvres Rwandais qu'il envoie à la mort, parce qu'il en meurt aussi des Rwandais. Je vous assure que ceux qui passent par Kigali ne peuvent pas manquer de vous dire le nombre des deuils dans les familles rwandaises de ces jeunes militaires rwandais qui se font tuer parce qu'ils se font envoyer au Congo par le président Kagame. C'est dommage pour ce continent africain. Dambe Mende, vous êtes député élu, n'est-ce pas? Oui. Je ne vais pas vous demander combien vous gagnez parce que le 21 000, tout ça, bon, d'aucuns disent que ce n'est pas vrai. J'ai déjà pu expliquer cela. Voilà. Comment un pays tropical comme le nôtre, chez vous au Sankourou, il y a la forêt partout, c'est vert. En Gandajika, autant. Plaine de Ruzizi, dans le Bas-Congo, autant. Peut aller demander le maïs à un pays désertique. Et pourquoi pas? C'est tout à fait possible, dans la mesure où je pense que le ministre des Finances a expliqué ici, et je suis de cet avis, que le problème de l'économie congolaise, c'est que la croissance a été très peu orientée dans un sens plus décentralisé, c'est-à-dire on s'est plus concentré sur le secteur minier que sur d'autres secteurs. On a peu diversifié les éléments de la croissance économique. Et donc, on a péché depuis l'indépendance. Ce n'est pas un problème de Félix Tshisekedi. Depuis les années d'indépendance. Je peux même poser la question sur la problématique, moi qui étais 2 ans aux hydrocarbures, pourquoi on a négligé les hydrocarbures au niveau de l'embouchure à l'ouest et on s'est concentré uniquement sur les mines, permettant à certains voisins de pouvoir faire main basse sur des espaces que nous sommes en train de négocier aujourd'hui en zone d'intérêt commun. C'est l'Angola. Voilà. C'est des fautes que nous avons commises depuis l'indépendance. Et donc on ne peut pas nier qu'il y a eu mal-donne en ce qui concerne le fait que nous étions plus ou moins hypnotisés. Mais depuis 5 ans... Écoutez, ce n'est pas en 5 ans qu'on corrige les fautes qu'on a commises depuis 60 ans, Jean-Marie. Ce n'est pas en 5 ans qu'on corrige 60 ans d'errement. Je suis désolé. Comment on peut faire les choses autrement? Ce n'est pas en 5 ans qu'on corrige 60 ans d'errement. Il faut donner le temps. Vous trouvez que c'est normal, vous les députés, pendant que les gens ont des problèmes de sécurité à Kwamut, ici, des problèmes de faim au Kasaï, des problèmes manque d'eau, d'électricité, vous parlez des dots et des lois pour ne pas manger les chats. Je ne sais pas s'il y a une loi pour ne pas manger les chats, j'ai entendu parler de ça, mais la dot, oui, dans le code de la famille, il y a eu quelque chose dans ce sens-là. C'est important. Primordial. Oui, les jeunes posent ce problème-là. C'est un problème de société. Les gens se marient, Jean-Marie. Ce n'est pas parce que les gens sont en insécurité qu'ils ne se marient plus. Moi-même, je viens de marier ma fille.
Hein? Je viens de marier ma fille. Et j'ai dû expliquer à mon gendre, qui est un étranger, que je n'ai pas besoin d'autant d'argent, mais dans la plupart des familles, les filles se font vendre pratiquement. C'est un problème de société, pourquoi le nier? C'est la réalité. Pourquoi vous accusez Moïse Katumbi de bloquer tout un État? On n'a pas dit que Moïse Katumbi bloque un État. Si. Ce qui est vrai, qui est parti en je Zambie, vous invite à lire. de ne pas nous livrer je le maïs. vous invite à lire. Donc Katumbi est plus fort que Je l'État. vous invite à... Non, ça n'a rien à voir. L'État n'est pas l'État marchand. Vous et moi étions encore en Europe, je pense, au début des années 90. Peu après la chute du mur de Berlin, un politologue américain, Francis Fukuyama, a écrit ce livre, La fin de l'histoire et le dernier homme. Oui. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Il a mal intitulé son livre. C'est la fin de l'État-providence. L'État n'est plus l'État-providence. Ce n'est pas l'État qui plante. Mais pourquoi vous allez Excusez-moi, excusez-moi. Si l'État-providence ce n'est pas l'État qui plante le maïs. Oui, alors. Ce n'est pas l'État qui pêche. Quand nous parlons de PPP, c'est le privé. Et Kamer est parti faire quoi? Excusez-moi, je vous dis que ce n'est pas l'État qui plante le maïs, ce n'est pas l'État qui pêche. L'État-providence est terminé. C'est ça qu'on a terminé en 1989. Tous les États qui avaient ce paradigme de l'État-providence ont chuté, à l'exception de la Chine, qui renaît plus ou moins de ses cendres. D'accord avec vous. Ça, c'est la réalité. Avec le communisme, oui. Ça, c'est aujourd'hui la réalité. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte les efforts des particuliers. Et pourquoi on envoie Kamer avec 7 ministres? Il faut créer les conditions qui permettent à la population de produire. Chez moi, on produit. Mais encore faut-il que cette production arrive dans les centres de consommation. Et lorsque les centres de consommation sont plus près d'un pays étranger où il y a une production, mais il n'y a rien qui puisse interdire à ce que les autorités économiques de cette entité puissent faciliter les contacts entre les centres de production dans un pays voisin avec les centres de consommation dans notre pays. Ce n'est pas interdit. Dites-moi quelle loi économique interdit cela. Ce n'est pas interdit. Si l'État-providence n'existe pas, pourquoi vous avez envoyé 7 ministres à chercher le maïs en Afrique du Sud? On n'a pas envoyé 7 ministres chercher des maïs en Afrique du Sud. Nous avons envoyé 7 ministres pour comprendre pourquoi les producteurs de maïs dans certains pays ne voulaient pas nous vendre du maïs. Et ce sont des privés. Et j'ai lu dans un article sur Libre Afrique, un article d'un chroniqueur, Jean-Jacques Wondo, qui dit qu'un des candidats à l'élection présidentielle a acquis la plupart des minoteries dans la province du Copperbelt, qui est voisine à la province du Katanga. Et que c'est à partir de là que tous nos malheurs s'expliquent aujourd'hui. C'est un privé en Zambie, dont on dit qu'il est aussi citoyen. Il est privé en Zambie, ce n'est pas l'État. Mais nous avons voulu attirer l'attention de l'État sur le problème que nous posent ces entrepreneurs privés. Ce sont des entrepreneurs privés de ces pays-là, mais ce sont des ministères à caractère économique. Il faut bien que l'État fasse la régulation de l'économie. Il faut bien que les biens de production, les biens produits, les biens de consommation circulent entre les États. Il y a la ZLECAF, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Mais il y a des Congolais qui produisent. Il y a des productions congolaises aussi. Pourquoi vous n'achetez pas les maïs mais attendez, des Congolais? Mais les maïs des Congolais doivent prendre des routes. Pourquoi vous ne subventionnez pas les Congolais? Écoutez, il est plus facile probablement pour quelqu'un qui est à Kasumbalesa d'acheter du maïs qui vient de la Zambie que d'acheter du maïs qui vient du Kasaï s'il n'y a pas de route entre le Kasaï et Kasumbalesa. Qui fait des routes? C'est la coule de source. Qui fait des routes? Il faut des routes. Qui le fait? Mais les routes, ce n'est pas une génération spontanée, ce n'est pas un miracle. En 5 ans, ce n'est pas d'une pichenette qu'on fait des routes. En 5 ans, on peut faire beaucoup de routes. Lorsque le président Kabila est arrivé au pouvoir, il fallait 3 semaines pour quitter Chikapa jusqu'ici. Oui. Aujourd'hui, on le fait en 1 jour, 2 jours. Donc, on évolue. Oui, peut-être pas suffisamment, suffisamment rapidement, oui, mais on évolue. Et on avance maintenant vers Kananga. C'est Tshisekedi qui le fait. Donc, c'est la continuité de l'État. Quand on prend tous les grands Kasaï, citez-moi 2 projets au Grand Kasaï, chez vous, parce que j'étais quand même du Grand Kasaï, même là, avant la partition, qui font la fierté de l'Union sacrée. La fierté, ce n'est pas un problème de fierté. Non.
Nous voulons qui règle les problèmes des Nous Kassai. voulons favoriser le bien-être de nos populations. Justement. J'ai parlé déjà Non, de... j'ai pas des grands Kassai. Mais Ça n'est j'ai pas des- des érosions. Mais j'ai déjà parlé de la gratuité de l'enseignement. Est-ce que ça ne fait pas la fierté? Écoutez ce que Olivier Kamita Est-ce que ça dit ne nous fait pas la sur fierté la gratuité. d'avoir nos enfants Écoutez ce qu'il plus dit. nombreux dans des écoles? Écoutez ce qu'il dit sur la gratuité. La pauvreté, la misère, la faim, le chômage, contre lesquels il avait dit qu'il allait tout faire pour combattre la faim, la pauvreté, la misère. Aujourd'hui, ce soir-là, au moment où nous parlons, 27 millions de nos compatriotes, hommes, femmes, enfants, vont dormir la faim au ventre. Quand vous êtes le père d'une famille et que vos enfants n'ont pas mangé, vous n'achetez pas un avion, vous n'achetez pas des montres et vous ne présentez pas l'image de l'opulence. Olivier Kamita. Le train de vie des institutions ne peut pas être ce qu'il est aujourd'hui parce que vous êtes en souffrance. Or, les institutions congolaises aujourd'hui, dont il est le chef, parce qu'il est le chef de l'État, il est au sommet de la pyramide institutionnelle. Ces institutions ne peuvent pas se moquer et mépriser le peuple congolais qui vit dans une détresse permanente. Quand on gagne 21 000 $ par mois et qu'on se dit représentant du peuple congolais, Député, député, oui, sénateur, parce que c'est la base même de la représentation nationale. oui. Je n'ose comparer avec ce qu'étaient les députés de la transition, qui n'étaient pas élus, certes, qui gagnaient 1 500 $. Alors, certains m'ont dit, Lorsque vous étiez président de l'Assemblée, lorsque j'étais président de est-ce que l'Assemblée les nationale, députés étaient traités de la même manière qu'aujourd'hui financièrement? absolument pas. Un député touchait 1 500 $ par mois. On peut dire avec l'inflation, etc., la dépréciation, c'est peut-être 3 ou 4 000 $ aujourd'hui. Hein, c'était il y a 20 ans, en 2003. Mais c'était des hommes et des femmes respectueux du peuple congolais. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, quand un enseignant, quand quelqu'un part au front risquer sa vie, pour rien du tout, vous lui demandez tous les sacrifices. Un enseignant, vous lui demandez le sacrifice d'une vie pour former vos enfants. Vous le payez 100 ou 150 $ par mois, mais vous, 21 000. Combien de mois de salaire d'un enseignant pour rattraper celui qui dit le représenter devant les institutions? Mais lorsque il vous répond, C'est un discours de campagne enrobé de mauvaise foi et de beaucoup... qu'est-ce qui est faux dans de tout ce cho- qu'il a dit? Faux, totalement faux. Qu'est-ce qui est faux? J'ai déjà eu à démontrer qu'aucun député ne touche 21 000 $. C'est une fausseté. Parce qu'il ne faut pas confondre les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale avec les rémunérations Mais c'est que l'argent. touche un député. Mais c'est l'argent. Non, 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 non. Les frais de Frais fonctionnement... de fonctionnement ou rémunération, Mais écoutez, c'est l'argent. lorsqu'il parle du militaire... Ça sort du- Excusez-moi. Ça sort du trésor. Oui, mais lorsqu'il parle du militaire qui toucherait 550 $, est-ce qu'il vous a parlé du coût d'un canon que ce militaire utilise? Ça, c'est l'équipement. Le coût d'un avion? Alors, le fonctionnement pour un député, c'est quoi? C'est l'équipement du député. Il doit pouvoir aller vers sa Ah, base. sa grosse voiture. Mais il doit pouvoir aller vers sa base. Il doit pouvoir aller vers sa réunion. Ce sont les frais de fonctionnement, monsieur. C'est de la mauvaise foi. Je ne peux pas répondre à de telles inepties. C'est une ineptie. Mélanger les frais de fonctionnement avec les rémunérations et dire que les députés touchent 21 000 $. J'ai déjà expliqué qu'aucun député ne touche 21 000 $. Nous l'avons démontré. Lambert Mende, il faut qu'on puisse répondre un peu aux catholiques et aux protestants qui aujourd'hui émettent des doutes sérieux sur le processus électoral. Ils refusent que la CENI puisse recruter un auditeur extérieur qui vont peut-être gérer à leur niveau et qui fasse in fine un rapport à dessein. Après l'échec, bien évidemment, de contact avec l'OIF, qui a aussi renoncé de venir auditer ce fichier. Lorsque vous étiez avec Joseph Kabila, il y a eu beaucoup de manifestations, j'ai dit, serveurs de l'IDPS. Très franchement, vous pensez qu'il y aura élection? Mais au nom de quel principe des confessions religieuses, 2 confessions religieuses sur les 8 reconnues par notre Constitution peuvent estimer qu'elles sont devenues à elles seules la représentation nationale? C'est une usurpation de qualité d'abord. Catholique, protestant, ça représente C'est une rien. usurpation de qualité, monsieur. On peut être célèbre, on peut être bien implanté, il n'en demeure pas moins que chacun doit jouer le rôle que
la Constitution et les lois de la République lui reconnaissent. Et donc, il n'appartient pas à des confessions religieuses qui sont des faits privés. C'est quantité Le négligeable. pouvoir de... Je ne dis pas qu'ils sont quantité négligeable. Ce sont des mots que vous utilisez. Ne me les mettez pas dans la bouche. Mais vous avez Je dit... dis qu'ils ne sont pas la représentation nationale. Personne n'a élu un évêque, catholique ou protestant, pour parler au nom du peuple congolais. C'est nous qui sommes élus. Et nous attendons de recevoir la Commission électorale nationale indépendante pour qu'elle nous explique ce problème avec l'OIF, qu'elle nous explique ce problème de l'audit du fichier électoral, et nous lui donnerons des instructions conformément à la loi électorale. Ce n'est pas une loi que les catholiques et les protestants écrivent. Nous sommes un État laïque. Il faut qu'on se le dise. Nous avons beaucoup de respect pour ces pères de l'Église, famille de Dieu, mais ce sont des faits privés. Je suis désolé. Donc vous voulez je vous mettre parle à comme dos, législateur. vous voulez mettre à dos Je les catholiques. je ne me mets personne J'ai à pas dos. fini ma question. Si quelqu'un estime que, parce que je dis que dans un pays normalement constitué, c'est le Parlement qui peut parler au nom du peuple, et qu'il estime que cela porte ombrage à sa situation, c'est celui-là qui veut usurper un pouvoir qui n'est pas le sien. Donc les catholiques et les protestants. Je n'ai pas dit cela, c'est vous qui le dites. C'est vous qui leur faites dire. Ils ont un point de vue. Mais ce point de vue-là... Mais ils ont dit qu'ils veulent un fichier mais c'est leur point de audité vue. par quelqu'un d'indépendant. Jean-Marie, c'est Où est le mal? Mais nous n'avons pas dit que nous devons auditer le fichier par quelqu'un qui est Donc, dépendant. il y a anguille sous roche. Nous n'avons pas dit qu'il faut faire Vous voulez un auditer. fichier que vous contrôlez, Mais vous posez des questions et vous répondez vous-même. Continuez. Personne n'a dit qu'il faut faire auditer par un organisme dépendant. De qui d'ailleurs? De la CENI. Nous, à l'Assemblée nationale, nous estimons qu'il faut faire auditer le fichier par un organisme indépendant. Eux, ils disent la même chose. Où est le problème? Mais c'est à nous à décider. Pas un organisme recruté par la CENI. Et pas recruté par la Cinco et l'Église protestante. Je suis désolé. Lambert Mende, est-ce que vous savez... L'indépendance n'est pas synonyme d'être en bon terme avec la Cinco et la... avec les religieux... Mais quelle histoire? On y perd toujours. Mais, cher ami, nous sommes un État laïque. Changez la Constitution. Vous voulez vivre dans un État confessionnel, comme au Liban? Changez la Constitution. Comme ça, vous aurez toujours un Premier ministre de telle obédience religieuse, vous aurez un président de l'Assemblée de telle autre obédience, un président du Sénat de telle obédience, un chef de l'État de telle obédience. Ce n'est pas le cas encore au Congo. Je suis désolé. Ce sont des citoyens congolais comme vous, comme moi, et moi, comme législateur, je m'oppose à ce qu'ils puissent se donner le droit de vouloir dicter à une institution publique ce qu'elle doit faire. C'est devant nous que la commission électorale présente son rapport et c'est nous qui lui donnons le quitus. Vous avez dit au début de cette émission que nous étions en démocratie. Vous avez été ministre de la communication. Oui. Le ministre Mouya commence à assainir l'environnement médiatique. Mais il y a un gouverneur chez vous qui ferme les radios, qui ferme les télés, y compris les vôtres. Où est le décret de la démocratie au Sankourou? Je suis particulièrement déçu par ce qui se passe au Sankourou avec ce jeune gouverneur que j'ai soutenu au départ, mais qui s'est laissé aller dans une dérive, effectivement, telle que vous la décrivez, qui n'écoute personne, qui est en conflit avec l'Assemblée provinciale, qui est en conflit avec le pouvoir judiciaire, parce qu'il a même eu des bisbilles avec la cour d'appel en disant que ces décisions ne peuvent pas être soumises à un contrôle juridictionnel. Je ne sais pas où il est allé ramasser cela. Où est l'état des droits? Non, mais il y a un problème avec lui. Il faut que la justice puisse s'intéresser à ce problème et le résoudre. Je n'ai pas dit que nous sommes dans un pays où il n'y a pas de problème. Des problèmes existent, on doit les résoudre. Et le gouverneur pose des problèmes qui, s'il ne change pas sa façon de gouverner, devront être absolument portés devant les juges. Parce qu'il n'est pas, contrairement à ce qu'il croit, parce qu'il s'est déclaré, d'après ce que nous avons lu dans une correspondance du premier président de la Cour d'appel, il se prétend être magistrat suprême par délégation. Au niveau de la province. Oui, il a dit ça. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait hérétique.
Donc il faut qu'on le ramène à de justes proportions de gouvernance. Et je sais qu'il est justiciable devant la Cour de cassation, il peut être démis par l'Assemblée provinciale, donc il y a beaucoup de mécanismes de contrôle qui doivent être mis en jeu. Ne désespérons pas. Mais la mère Mendes, ces cafouillages un peu au niveau de la territoriale ne découlent pas de la déliquescence de l'État. Au Sankourou, on a connu des péripéties comme ça. Au Sud Kivu, n'en parlons même pas. Présentement, au Tanganyika, AFDC, UDPS. L'état des droits et la bonne gouvernance prônée par l'Union sacrée, où en sommes-nous? Vous avez cité 3 provinces. Je peux vous en citer. Hein. Où il y a des problèmes. Le Sankourou, le Tanganyika et le Sud Kivu. Congo central. Sur 26 provinces. Congo central. Admettons même avec le Congo central. Je peux ajouter. Hein. Vous savez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne pense pas que c'est représentatif de l'ensemble de nos provinces. Il y a des provinces où cela marche. Et je pense qu'il faut laisser le temps à ceux qui ont la charge de pouvoir y mettre bon ordre. Non, 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 ce n'est pas un cafouillage. Entre le ministère de l'Intérieur, les assemblées provinciales, les gouverneurs indisciplinés et la justice. Un cafouillage. Je pense que la justice est le dernier recours. Et je ne pense pas qu'elle a déjà dit son mot. Donc, donnons-lui le temps. Avec un gouverneur du Sud Kivu, la Cour constitutionnelle prend 4 fois la décision et c'est jamais respecté? Non, non, ça a été respecté. C'est l'Assemblée provinciale qui a remis un nouveau processus. Parce que, attention, la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle n'a pas eu pour conséquence de retirer à l'Assemblée provinciale ses pouvoirs de contrôle sur le gouverneur. Donc ils ont initié une autre motion de contrôle qui, celle-là, n'a pas eu la majorité. Est-ce que c'est les grands tambours au sein de l'Union? C'est la respiration démocratique, cher ami. Est-ce que c'est les grands tambours au sein de l'Union sacrée? Quand on voit à couteau tiré... Ce n'est pas un problème d'amour. La FDC contre l'UDPS et vice-versa. Lambert Mende qui avait des prétentions sur le ministère de la communication. Non. Pourquoi vous dites cela? Je n'ai jamais eu de prétention sur le ministère de la communication. Hein? Pas du tout. J'ai une ministre qui est chargée des relations avec le Parlement. Pourquoi aurais-je eu des prétentions sur un autre ministère? Ça, c'est votre imagination fertile, cher ami. Avait des visées sur le ministère de la Communication. Mais il n'est pas le parti. Il peut avoir eu des visées, mais nous avons maintenu notre ministre chargé des relations avec le Parlement. Ça suffit à notre bonheur. Vous êtes toujours à la ligne, aux lignes maritimes congolaises? Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait d'ici particulier pour avoir autant de congratulations? On vous donne même des prix d'excellence. Nous avons réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, Combien de bateaux? Les bateaux sont en voie d'être livrés. En voie. Bientôt, les couleurs vont flotter sur les océans. Alors, on a des congratulations lorsqu'on a des résultats. Bien sûr, bien Lesquels? sûr. Mais ces gens savent très bien de quoi ils parlent. Aujourd'hui, nous sommes représentés... Les personnels se plaignent toujours. Hein? Non, 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 le personnel ne se plaint pas, c'est faux. Parce que c'est vers moi que montent les plaintes. Les personnels ne se plaignent pas. Jamais ils n'ont été mieux traités qu'ils ne le sont depuis 2020. Mais qu'avez-vous fait pour mériter des congratulations? Parce que nous avons encadré les petites ressources économiques, financières de cette entreprise, que nous les avons orientées vers des investissements, que nous les avons orientées vers des dépenses en faveur du personnel, et ce personnel nous rend cette reconnaissance qui se manifeste par ce que vous dites. Terminez cette émission, la mère Mende, avec Sekadi Matata Mponyo. Un pays à 16 milliards de dollars qui ne paye pas ses fonctionnaires. Ah bon? Surendettés. Quels fonctionnaires ne sont pas payés? Première nouvelle. La DGI, par exemple, pour ne pas le citer. Les primes n'ont pas été payées. Le ministre Kazadi... Vous parlez de primes, pas de salaire. Les primes, ce n'est pas un salaire. Les députés provinciaux, par exemple. Les primes, pas les salaires. Mais les députés provinciaux n'ont pas de primes. Autant de mois d'impayement. Nos diplomates aussi. Ah, les diplomates sont payés. Les diplomates sont payés. Écoutent, hein? J'ai vu un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Vous écoutent, hein, les diplomates. Écoutez, j'ai des parents dans la diplomatie. Ils sont payés, croyez-moi. Alors, les 16 milliards, ça sert à quoi?
Parce que Tchani Le lui-même a dit que c'était virtuel. Le budget, c'est quoi? Le budget, c'est un acte législatif qui autorise les dépenses et les recettes au cours d'une année fiscale donnée. Nous avons voté un budget de 16 milliards pour 2023. Oui, est-ce que vous voulez me dire que nous sommes déjà à la reddition des comptes au moment où nous parlons? Mais ici, à mi-parcours, on dit ici, déjà que vous avez excusez-moi, mobilisé pas sur le suffisamment. plateau de Télé 50, on est en train de faire la reddition des comptes de 2023, alors qu'on n'a même pas encore la reddition des comptes de 2022 au Parlement. Mais la ménagère ne voit rien. Soyez patient. La ménagère ne voit rien. Soyez patient. La ménagère. Il y a des priorités, et le ministre Kazadi vous a expliqué, la guerre, imprévisible, les infrastructures, la gratuité de l'enseignement, la gratuité des accouchements qui commencent à Kinshasa. Vous pensez qu'il y a des gens accouchent aujourd'hui à Kinshasa. Dans quel hôpital? On vient de commencer à Kinshasa. Dans quel hôpital? On vient de commencer à Kinshasa. Est-ce que les femmes accouchent gratuitement? On vient de commencer à Kinshasa. Mais donnez-moi une adresse. Mais je ne suis pas ministre de la Santé, je vous dis que ça vient Monsieur de commencer à Kinshasa. Dernière question. Tout cela a un coût. Question. Tout cela a un coût. Dernière question. Oui. Vous aurez quel discours à vos électeurs pour donner un second mandat à Félix Tshisekedi? Oh, il aura son second mandat. Le discours, nous le préparons. Et ne m'amenez pas à violer la loi électorale qui m'interdit, excusez-moi, qui m'interdit de me lancer dans une campagne électorale anticipée, comme je vois nos amis d'Ensemble pour la République le faire déjà. Mais au stade, vous l'avez fait? Ça, je ne me livrerai pas à cela. Au stade, vous l'avez fait? Non, nous avons simplement dit aux gens que nous sommes sortis pour nous présenter et que nous devons soutenir la vision du président de la République que nous avons porté à la tête de l'État en 2018. Mais il va dire et qu'il mérite de remplir. Si les 16 milliards n'ont pas donné le bonheur escompté, si l'insécurité est partout, si les gens sont Vous voulez m'amener à violer la loi électorale qui m'interdit de commencer à m'étendre sur la campagne électorale. Ce serait une campagne électorale anticipée. Nous nous sommes interdits de faire cela parce que nous sommes législateurs nous-mêmes, nous sommes la majorité, vous l'avez dit, et nous devons donner l'exemple de ce respect des principes. Si personne ne respecte plus les principes, c'est la chienlit. Laissons cette opposition se livrer comme ça à cette espèce de bacchanal. Est-ce que les gens sont avec l'Union sacrée? Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé au stade. Pourquoi ils sont partis à 14h? La refusée du monde. Pourquoi ils sont partis à 14h? Mais ils sont arrivés à 5 h du matin. Il était normal. Mais ils sont partis sans vous écouter. Mais Jean-Marie, vous pouvez rester quelque part entre 5 h et 16 h sans éprouver des besoins naturels. Oui, mais vous, là, vous pouvez le faire. Moi, je ne peux pas. Mais vous avez parlé devant les estrades vides. Mais écoutez, c'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation. Toute organisation peut avoir des problèmes. Ça peut arriver. Mais dire que les gens n'ont pas soutenu l'Union sacrée, mais ils sont venus pourquoi? Ils n'ont pas écouté pourquoi ils sont venus. Vous parlez de la fin de la manifestation. Non, 14 h. Il y a eu un retard. Tout le monde a parlé devant les estrades. C'était à 11 h qu'on attendait la direction. Pas moi. Moi, j'étais là à 11 h. Mais la haute direction est arrivée plus tard que 11 h. Et nous leur avons fait la critique. Donc, il n'y a pas la coordination. Nous l'avons fait la critique. Il n'y a pas la coordination. Comment il n'y a pas la coordination? Mais ils sont venus. Il y a eu une mauvaise organisation ce jour-là. Je le reconnais. Pourquoi ne pas le reconnaître? Lorsque vous dites aux gens 11 h et qu'ils viennent à 5 h, vous ne venez pas à 16 h. Je le dis. Nous sommes démocrates. D'où il n'y a pas de discipline. Mais alors, on peut le dire. Autrefois, dans le FCC, vous étiez à l'heure. Aujourd'hui, non. Mais on peut le dire. Moi, je le dis. Le FCC n'a jamais rempli ce stade. Je suis désolé. Nous l'avons rempli. Donc, il faut reconnaître mais cela. Vous avez parlé devant et le stade a refusé du monde. Mais vous avez parlé devant parce qu'il y en avait autant dehors que dedans. En dépensant combien? Il faut partir de là. Vous avez dépensé combien? Dépenser combien? Combien quoi? Moi, je n'ai rien reçu. Au stade? Oui. Moi, j'ai organisé mes gens, je les ai amenés au stade. Nous avons participé. 15 millions. C'est des mensonges cousus de fil blanc. En tout cas, je ne sais pas où vous avez ramassé ces chiffres. Mais la location seule représentait 600 000 $. Ça, peut-être on peut louer un stade, 600. Nous ne pouvons pas. Mais nous ne pouvons pas, à 400 partis politiques, ne pas avoir les moyens de financer un stade
qui coûte 600 000, quand même, Jean-Marie, tout de même. Mais avec des flaques d'eau dans Kinshasa comme ça. Et où est le problème? Il y a des routes qu'on entretient chaque jour. On ne va pas faire tout cela miraculeusement. Lambert Mende, avez-vous encore des amis au sein de la classe politique? Des amis? CCU Et ceux qui étaient au stade avec nous, vous les appelez comment? Ce sont mes amis politiques. C'est ça l'union sacrée de la nation. Ce sont mes amis politiques. Les fondements de votre union avec tout le monde, c'est quoi? Avec? Ce qui vous unit autour de Félix Tshisekedi. Mais c'est la vision, la nécessité de pouvoir mettre tous les Congolais ensemble pour nous constituer en une force capable de résister aux convoitises que notre pays subit depuis 1960. Sans idéologie, Ça, sans programme politique. Mais c'est une idéologie. Qu'est-ce que vous appelez cela? Nous sommes un pays victime d'agressions constantes. Depuis 1960 avec les Occidentaux, depuis 1994 avec le négrier des temps modernes qui sévit à partir de l'Est. Et donc, mettre ensemble une force capable de résister à cela, de développer notre résilience face à toutes ces agressions, vous appelez cela quoi? L'émission est terminée. Merci à vous. Et continuez à jouer le rôle de porte-parole. De circonstances. En attendant la notification. Vous êtes mieux informé que moi. Moi, je suis député. À bientôt, la permis. Merci. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les amis président ya Imo Congo hôpital. Ben hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nos solutions. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Imapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala jo de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Ay mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.